Voici, dans cette salle 705, une explication sur la théorie de la Terre creuse avec Monsieur Jacques Fortier. J'étais un petit peu dans la brume pour ce qui est la compréhension de ce dont je vais vous parler, vous expliquer. Ça touche les marées, qui a été un départ inusité parce que les événements ont fait que j'ai dû avoir un délai avant de pouvoir aller dans une mine. Et j'en ai profité pour faire des mesures sur la variation gravitationnelle à la surface terrestre. J'ai essayé de lier ça avec les marées. Les marées, ben, tout le monde a une petite idée, puis selon les connaissances populaires, ben, c'est lié à la Lune principalement. Et certains scientifiques la lient un petit peu au Soleil aussi, mais c'est ceux qui se connaissent un peu plus, sauf que ils n'en parlent pas beaucoup aux gens quand ils l'expliquent. Et ils coupent ce court, puis ils disent que c'est la Lune, puis ils donnent des explications. Donc les gens se donnent des explications de phénomènes qu'ils observent, mais qui, logiquement, sont défaillants. Et parfois, essaient de trouver des choses tellement plausibles qu'ils finissent par y croire, puis surtout l'enseigner, puis le faire croire aussi. Alors, présentement, bien, la cause numéro 1 pour les marées serait la Lune. Si on prend, tu peux-tu... Ici, ouais. avec le globe. OK. OK. Si on prend la Lune et la Terre, on a les dimensions, là, bon, grosso modo, de ce que ça pourrait représenter, et la Lune tourne autour de la Terre, mais en même temps, la Terre tourne autour d'elle-même. Donc, on a déjà là deux cycles différents qui peuvent s'appliquer. Le temps que la Lune fait pour faire le tour de la Terre, ou son cycle, et le temps ou même, si on veut, le nombre de cycles complets de jours que ça prend pour ce cycle, pour la Lune. Donc, on a des affaires un petit peu complexes à comprendre. Par contre, avec, si on revient aux équations de base, donc l'une d'elles, une des trois équations de base de Newton, si on veut, les masses sont censées s'attirer. Vous m'excuserez de dire censées, mais à l'état actuel, je suis plus convaincu qu'on puisse dire le son. Mais on va faire comme si. Mais on va utiliser le terme censé. Alors, s'ils sont censés s'attirer, qu'on a une seule lune, bien c'est bien de valeur, mais ça attire. Si ça attire, ça attire. Si on met le centre de la Terre et l'axe, OK, en son centre, puis on est de ce bord-là, par rapport au centre de la Terre qui lui attire les gens vers ce centre-là, comme résultante, il n'en reste pas moins qu'ici, il y a une petite force qui est induite et qui tire dans l'autre sens, donc qui enlève du poids. Tout ça, sur une masse liquide, produit des déformations plus importantes que sur une masse solide plus rigide. Ce qui fait que l'eau, le liquide, varie plus que la Terre ou que le solide, et ça produit des marées. Maintenant, de l'autre côté, si on garde le même principe, ben la Lune est encore de ce bord-là, attire encore par là, et avec une force moindre, parce que c'est plus loin, c'est lié aussi à... Je ne fais pas le cours là, de comment ça fonctionne la gravitation. J'imagine que les gens le savent, et si ça varie sur 1 sur R2, là, puis bon, etc. Et donc, en principe, ça devrait tirer aussi de ce bord-là, du même côté. D'où, par ce principe-là, tu attires l'eau, tu le repousses, si on se met par rapport au centre de la Terre, pour ceux qui regardent de l'autre côté. Donc, ici, ça devrait être une diminution, puis là, une augmentation. Ça, c'est logiquement, puis théoriquement, pas ne tenant compte que de ça. Dans les explications qu'on nous donne, il rajoute quelque chose pour les marées et qui fait qu'on ne peut pas juste rester avec ça comme cause. Parce que si la Terre tourne en 24 heures sur elle-même, puis 24 heures 52 minutes environ par rapport à la Lune,
parce que la Lune se déplace durant ce temps-là. Okay? C'est ça la différence là, pour le 24 heures et 50 quelques minutes. Or, les constatations sont à l'effet, puis vous le savez sans doute tout le monde, qu'il y a 2 marées par, grosso modo, un cycle de 24-25 heures. S'il y a 2 marées, puis qu'il y a juste une lune, ben c'est quoi qui provoque ces 2 marées-là? Qu'est-ce qui peut provoquer ça? Or, je vous ai dit qu'au début, quand j'ai commencé à chercher et à comprendre, j'avais non, ça je vous l'ai pas dit, mais j'ai acheté des balances de très grande précision pour aller sous la Terre. Okay? Et les mesures que je prenais pour la variation d'une masse que j'avais mis dessus à journée longue, que je pouvais examiner, admettons toutes les 15 minutes, je prenais des mesures aux 15 minutes, je constatais que ça allait pas avec la théorie de juste une lune puis que ça attirait. Ensuite, j'ai regardé sur Internet pour aller voir les marées, pour aller chercher les résultats, les heures et les amplitudes, et j'ai eu la plus grande surprise de ma vie de constater que c'était deux marées par cycle complet. J'avais toujours resté dans ma tête que c'était une, puis bon, je savais qu'on nous parlait des fois de quelques heures entre les deux, mais que ça variait, mais j'ai réalisé seulement à ce moment-là que c'était 2. Vraiment 2. Ensuite, en examinant, on a de la variation en amplitude, aussi bien pour les plus bas que les plus hauts. Et dans le temps, il y a une enveloppe, donc il y a une variation. Alors, ces informations-là nous fait comprendre un peu de ce qui peut se passer. Sauf que s'il y en a 2, puis tu as juste une lune, il faut trouver l'autre effet qui provoque la deuxième. Ensuite, si on fait des mesures, on constate qu'on ne peut pas rester avec la théorie de juste une. Les amplitudes, ça ne marche pas. Qu'il y en ait 2, d'accord, qu'il y ait un délai, d'accord, mais comment qu'il y ait une transition, c'est un changement. C'est que la plus petite, parce qu'il y en a une qui est plus petite que l'autre habituellement, mais devient la plus grande. Et parfois même devient presque nulle. Alors, il y a des explications là-dessus qu'on peut trouver. Alors, on va en arriver tout de suite à la deuxième cause que j'ai découvert par mentalement, ça a pris 3 semaines, 1 mois environ. J'étais dans un brouillard complet de la compréhension de ce qui pourrait expliquer ça. Parce qu'il y a une logique, là. Okay, on n'est pas... c'est plus juste des explications théoriques. On constate des choses, donc il y a des explications. C'est que j'ai repris les équations de base de Newton, disons les 3 dites de Newton, là, qui impliquent le mouvement, qui impliquent la quantité à la base de mouvement là, qui doit se conserver. La deuxième, s'il y a une accélération, donc c'est lié avec la rotation des objets. Et la troisième, dont tout le monde connaît, l'attraction des masses. Et la Terre, faudrait rajouter le Soleil, mais la Terre se déplace elle-même autour du Soleil. On a vu tout à l'heure les différences de grosseur, là, bon. Mais dans son cycle, la Terre se déplace autour du Soleil. La Lune, elle se déplace plus près de la Terre et autour. Et dans les 2 cas, okay, dans les 2 cas, vous connaissez pour le Soleil le phénomène hiver-été, puis bon, Soleil qui est plus haut à l'horizon, qui descend selon la saison. Alors, le cycle fait que il y a aussi là un angle où s'appliquent les forces. Donc, il faut prendre en considération si nous, on se met ici, là, à peu près à 40, ici 46 degrés de latitude nord, bien, on est orienté comme ça. Alors, si à un moment donné, le Soleil nous apparaît plus bas, c'est vrai que c'est tellement loin, là, que, bon, mais il y a un angle, là, par rapport à la Terre qui bouge, puis ça change. Alors, la force est appliquée vectoriellement. Okay? Quand on dit que des masses s'attirent, là, puis qu'on parle de force, c'est vectoriellement que ces choses-là se font. Quand on fait des calculs, il faut tenir compte des angles.
Si l'angle diminue, la force diminue. La force à enlever à l'attraction terrestre, qui elle est directionnelle par rapport au centre de la Terre, de là où on est, bien l'autre qui est plus vis-à-vis, ben, elle a moins d'effet radialement. Si on enlève la force, c'est-à-dire la composante octogonale, c'est qu'elle n'a pas d'effet sur l'effet sur le poids à prendre en considération. De la même manière. Alors, pour la Lune, elle est plus proche et... Si à l'échelle de la Terre, Ouais. pouces, la Lune... Ouais, c'est parce qu'il faudrait que je la mette ici. Elle est à 24 pieds de la Terre. Ouais, ouais, mais c'est parce que je veux mettre le Soleil. Pas trop loin. Ou pour changer de... C'est pas à l'échelle. Mais c'est pour vous dire que la Lune, là, c'était ça, vous voulez en arriver. Alors, vous connaissez plus... Ouais, vous connaissez plus le cycle pour le Soleil, bon, l'été, l'hiver, puis l'angle change. Mais pour la Lune, ben, vous savez aussi qu'il y a des périgées puis des apogées. Alors, pour la Lune, c'est la même affaire. Il y a des fois qu'elle est plus verticalement, disons vers 70 degrés, là, en tout cas à Québec. Et d'autres fois, ça descend, puis on la voit plus au sud. Alors, dans son cycle, OK, elle est des fois plus haut, des fois plus bas. Donc, ça aussi, il faut en tenir compte pour ce qui est des amplitudes, là, comme effet. Et puis, donc, c'est ça qui est vectoriel, puis il faut le tenir. Il y a deux forces déjà, là. Il y a la Lune, il y a le Soleil, mais il faut toujours jamais oublier la position. C'est ça, c'est ça. C'est ce qui fait que c'est très compliqué. C'est ça. Puis la troisième force, ça serait quoi? Celle du centre de la Terre qui s'applique sur l'extérieur. Et le centre de la Terre, c'est composé de ces deux-là. Sauf que ce que je voulais dire, c'était, parce que je ne l'ai pas encore précisé, c'est quoi les deux? Deux marées, deux. Ben, c'est que si la Lune tourne autour de la Terre, mais non, c'est plutôt si la Terre tourne autour du Soleil, c'est que en tournant autour du Soleil, c'est tout le centre qui tourne. OK? Mais la Terre tourne autour d'elle-même et dépendamment si c'est midi, mettons qu'on met le Soleil par là, midi, ici minuit, OK? La Terre a une vitesse, c'est-à-dire que les particules qui sont ici, qui ne sont pas à une certaine distance vers un rayon R de la Terre, OK, ils circulent comme ça. Donc, en se déplaçant, il y a une vitesse de ces particules-là qui doivent s'additionner, dans ce cas-ci, se soustraire à la vitesse de déplacement autour du Soleil. Et dans le cas de l'opposé, qui s'additionne à ceci. Ce qui fait que, relativement à chaque particule de la surface, il y a une vitesse différente entre minuit-midi, qui tourne comme résultante autour du Soleil. On sait que dans la rotation, là on parle de force centrifuge, centripète, en fait c'est la force centripète qui retient, mais l'effet centrifuge, dont beaucoup disent la force centrifuge, qui est considéré comme effet. Alors, s'il y a une diminution de vitesse ici, relative, ça veut dire que la grosse masse du Soleil, OK, tire toujours autant, mais il y en a moins pour s'opposer. Donc, il y a une diminution, parce que ça tire plus, elle va moins vite, il y a une diminution du poids. Donc, le poids qui s'applique comme ça, OK, fait que tu diminues. Si tu es ici, il y a augmentation. Mais augmentation par rapport au centre, le poids là, pour la Terre, qui est toujours par rapport à ici, donc radialement, c'est qu'en tournant, tu augmentes la vitesse à minuit par rapport autour du Soleil. Donc, le Soleil a une opposition plus grande. Parce que ça tourne plus vite, ça demande une force plus grande pour le faire tourner encore. Or, le fait que ce soit plus grand, ça veut dire qu'elle a tendance plus à s'éloigner du Soleil, c'est-à-dire à continuer sa ligne droite comme la Terre continue à tourner, ça enlève du poids. Donc, dans les deux cas, pour un phénomène opposé, okay, il y a une diminution de poids pour deux phénomènes liés au Soleil. Donc, la rotation de la Terre autour d'un point central Soleil, indépendamment de la Lune, induit automatiquement
2 pics de minimum, et dans les opposés, c'est-à-dire les points où ils sont alignés avec le déplacement de la Terre autour du Soleil, tu as la même vitesse. Donc, il n'y a pas de variation. Disons que c'est une base qui fait que tu as 2 maximums. Si tu tournes en 25 heures, tu passes par les 4 points. Minimum, maximum, minimum, maximum, minimum. Ben, c'est ça, le phénomène des doubles marées de n'importe quelle planète qui tourne sur elle-même et qui tourne autour d'une masse centrale. Pas besoin d'avoir rien d'autre. Tu as une marée sans lune. OK? Avec une lune, tu as une deuxième marée. Bon, avec la lune, vous avez quoi? Vous avez une deuxième force. Vous savez comment elle agit, on l'a expliqué tout à l'heure. Ça vient se superposer à l'autre force. Dépendamment de sa grosseur et de sa proximité, OK, elle va produire une force plus ou moins grande. Et de sa position par rapport au Soleil. Exact. S'il est en ligne avec le Soleil, ça devient qu'une seule force d'attraction. Exact. Parce qu'ils sont tous les deux à la Ça même fait quand ils place. sont alignés, C'est ça, on appelle ça ça des grandes tire. marées. C'est Puis ça. quand elle est opposée, ça diminue. C'est ça. Bon. Ça, là, ce sont les 2 choses que les scientifiques peuvent facilement connaître et dont certains, pas beaucoup, parlent. Et sachez que si vous le calculez par rapport aux données officielles qui sont connues ou qui sont dites être pour la masse de la Terre et la masse du Soleil, bien, vous trouvez une réponse qui est plus grande comme effet pour les objets qui sont à la surface de la Terre, donc une force plus grande qui s'applique que la force que la Lune applique sur les mêmes objets. Donc, il y aurait quelque chose d'autre. Donc, ici, vous avez à peu près 2,2 newtons pour une masse de 3,1 kg qui est appliquée. Et ici, vous avez un phénomène, OK, qui varie avec une amplitude allant jusqu'à environ 4,5 newtons par 3,1 kg. Qu'est-ce qui se passe-t-il au pôle Nord? Dans quel sens? C'est-à-dire que... Pour les différences de poids, là, qu'est-ce qui se passerait au Au pôle Nord, tu veux savoir? Ouais. Qu'est-ce Le qui se pôle passe au Nord. pôle Nord? On verrait autant de Le pôle Nord suit l'axe de la Terre, OK, et tourne autour du Soleil. Donc, pour lui, il n'y en a pas de variation. cette variation-là serait Et c'est une des raisons pour lesquelles tous les pôles de toutes les planètes qui se trouvent dans cette... ou les choses en formation qui se trouvent dans ces conditions-là, où il y a de la rotation, c'est la raison pour laquelle ce qui est au centre, c'est-à-dire ce qui est au pôle, tombe vers le centre parce qu'il n'y a rien pour les tenir, puis il n'y a rien pour les repousser. Puis le peu qu'il y a qui repousse au début, s'il est trop fort, il s'éloigne, donc il ouvre un trou. Puis s'il n'est pas assez fort, il tombe. Donc dans les 2 cas, tu as 2 phénomènes. L'un, c'est que la masse s'en va au centre, donc elle s'enlève. Et l'autre, c'est qu'elle elle est attirée par ce qui est autour, qui exerce aussi de la force sur elle, et qui, par un début de force ou d'effet centrifuge, commence à s'étendre. Donc ça crée un trou. C'est ça. Puis c'est la même chose aux 2 pôles, et puis c'est automatique. Puis, là, c'est à Québec que je l'ai expliqué, mais ce qui se produit, c'est que il faut qu'il y ait une masse au centre par rapport à à ce type de formation-là. Ça peut être une masse déformée, ça peut être 2 masses séparées, ça peut être plein de choses. Mais si vous avez une masse qui se déplace dans une chose de poussière, bien, vous avez déjà une vitesse relative entre les choses. Et la poussière dans laquelle tu arrives, il y a une partie qui est très proche du centre et qui est attirée par la force, la masse centrale, donc la force gravitationnelle habituelle, mais la vitesse relative entre les deux fait que si tu es plus proche, cette force-là attire plus fort que l'effet centrifuge. Donc, la force centripète est plus petite que la force d'attraction qui s'oppose.
C'est-à-dire, dans ce cas-là, qui est la même, mais l'effet centrifuge qui fait que ça s'oppose. Quand c'est égal, c'est la zone circulaire qui détermine où se séparent les choses. Dans le cas du plus petit, ça va tout aller au centre, et dans l'autre, ça va commencer à tourner autour. Et c'est automatique. Et si vous allez dans le temps, OK, il y a une croûte qui peut se former, mais comme elle est en épaississant, elle se éloigne un peu de ce centre d'équilibre, alors elle commence à grandir par accroissement et se distancer de la zone critique. Alors, si on met... Si on met le centre ici, qu'on arrive dans de la matière avec une certaine vitesse, c'est qu'à un moment donné, tout ce qui est à l'intérieur, ben là je le fais plus grand, là, mais à l'intérieur de la zone, et c'est fonction de la masse centrale, c'est plus grosse, la zone est plus grande, c'est plus petite, c'est plus petit, bien, ça va tout être attiré, peu importe le temps que ça va prendre, là, ça va tout être attiré vers le centre. Et tout ce qui est à l'extérieur va commencer dans la petite zone, là, proche, très proche. Ça va commencer à circuler autour du centre. Et tout ce qui se trouve un peu plus loin va soit être dévié un peu et continuer. Mais ici, ça va commencer à enfler, à grossir. Et peut-être même à se densifier, là, à se refroidir. Oui, s'agglomérer. Mais en s'accroissant, en grossissant, c'est que plus qu'il y a de matière, plus cette matière-là s'attire elle aussi là, entre eux. Plus qu'il y a de matière, plus qu'à un moment donné, il y a de force qui s'applique à ce qui est entre les deux dans le sandwich. Donc, si ça se refroidit aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, il n'en reste pas moins qu'à ce moment-là, il peut y avoir une couche, comme c'est le cas qu'on a vu sur les images, qu'on montrait tout à l'heure. Non, on ne l'a pas là-dessus, mais en tout cas, on peut y aller facilement. C'est qu'il y a de la fusion, là, telle que les scientifiques l'expliquent, là, à cause de la pression puis tout ça, OK, il y a de la matière qui rentre sous forme liquide et qui a, à un moment donné, quand c'est assez fort, et surtout s'il y a déjà de la chaleur, bien, ça rentre en fusion, là, en quelque sorte. Et près des surfaces de chacun, il y a des fois des sorties qui se fait. Et tout ce qui est à l'intérieur à ce moment-là, bien ici, c'est ça vient ici. OK? Parce que par rapport à l'axe, la vitesse de rotation qui est induite ici, à partir d'ici, OK? Ça tourne. Et la matière, elle est, un coup que ceci est formé, la matière qui reste est attirée vers l'extérieur. Donc, tout ce qui a été là, ou qui peut rentrer par le pôle nord, avec un certain angle, va être attiré par ici. Donc, il peut y avoir une croissance. Et tout ce qui arrive vers l'extérieur, elle, est attiré vers le centre, grosso modo. Et si il y a une zone critique encore là, le phénomène est le même. Tout à l'heure, avec le cycle d'Urantia, ben, ce que je suis en train de vous expliquer là, je suis en train de vous expliquer la formation théorique, au moins, là, de ça. Et je crois que Hitler a écrit un livre, il y a très longtemps, ou qui était écrit sur Hitler, mais je pense que c'était écrit par lui-même, où pour lui, il y avait 5 niveaux de glace pour la Terre. Donc, l'idée existe déjà depuis un certain temps. Alors, mettons que pour la Terre, la zone critique, ça est à peu près ici. Là où se tient la Lune? Oui. Non, un peu plus loin. Plus loin? C'est-à-dire un peu moins loin ou égal. Ben oui. Mais ça dépend de la vitesse. Oui. Non, c'est ça que je voulais dire, là. C'est que ça ne dépend pas de la masse actuellement, là. Non, ça dépend de la vitesse. C'est ça. C'est ça. Alors, tout ce qui a une vitesse plus grande, ou d'une certaine vitesse, mettons qu'on met la zone ici,
Ben, tout ce qui va passer à une vitesse moindre ici, comme les satellites, ils vont passer vite, ils tombent sur la Terre, ou si on veut les faire tomber, on les diminue, on diminue la vitesse, bon, ben c'est ça. Tout la matière qui va assez vite, elle peut continuer juste à être déviée, puis etc. Donc, tout ce phénomène-là dans le temps, si une planète ou un système passe dans un nuage gazeux, avec une vitesse plus ou moins grande, et des orientations, ben, ces phénomènes-là font croître les couches extérieures, principalement. Mais quand la couche extérieure n'existe pas, ben, on commence par un noyau. On peut commencer au niveau atomique comme ça. Et quand on a déjà une couche, si elle a eu assez de temps pour se durcir avant de tomber dans un nouveau nuage, ben, il peut se former ce qu'on peut présumer comme étant une suite de couches comme ça. OK, ça c'est théorique, je vous le dis, là, mais avec Urantia, puisque tu disais tout à l'heure, là, ça semble avoir été connu et presque confirmé là, par ce que je viens d'expliquer, qui est un phénomène naturel ou normal, quand on le comprend. Comment on peut garder deux masses au centre? Bon, faut jamais oublier qu'on a parti de l'inverse, on a parti du centre et non pas de l'extérieur. Donc, l'équilibre s'est fait en cours de route. Elle se fait tout seul et automatiquement. Mais tu as des variations. Micro. Oui. Si le chute une masse sur la Terre, est-ce qu'on peut débalancer, mettons, l'attraction entre le centre et le noyau? S'il peut avoir un jeu de yo-yo, ouais. Si la masse est assez grande, oui, ça peut même éclater, si c'est assez fort. Oui, ça a déjà arrivé. Entre Mars et Jupiter, vous avez une planète qui a explosé comme ça. La couche d'astéroïdes aujourd'hui. Oui, c'est ça. Mais comment tu arrives à parler des deux soleils intérieurs? C'est là, on est rendu. Alors, forcément, il y a ces phénomènes-là. Et les mesures que j'ai prises sur plus d'un an font que j'ai constaté que malgré la compréhension et la connaissance, parce que c'est deux points différents, là, mais avec des étapes, donc la compréhension et la connaissance de ces deux effets, c'est pas suffisant pour être en concordance avec la réalité. Puis ça, ben, ça m'a tracassé longtemps parce que les données sont là, sont réelles. Le temps où se produit une marée et l'amplitude, elle est là, on les a, c'est ça qu'il faut viser à expliquer. Et juste le soleil et la lune, ça explique pas tout. Ça explique pas tout. N'explique tellement pas ça que quand la lune est alignée avec le soleil ou à l'opposé, parfois, au courant de l'année, au courant des mois, il arrive qu'il y a des effets opposés pour ce qui est des marées. Autrement dit, s'il y avait juste ces deux-là, ben, les mêmes positions provoqueraient les mêmes effets sur les marées. Tout le temps. C'est ça. Puis si on constate qu'il y a une opposition, ben, c'est parce qu'il y a une force assez grande pour la provoquer. D'une troisième source. C'est ça. Et, bon, je ne sais pas si ça va plaire aux plus scientifiques, mais je vous ai dit que j'avais entendu parler de la Terre creuse et de certaines explications avec d'autres sources en multiplicité, mais aussi dans le temps. Et il y en a une que beaucoup connaissent, c'est Rampa, qui nous a parlé de l'existence au centre de la Terre d'un soleil, mais aussi, ce qui semblait être peu connu par les autres qui en parlaient, de deux soleils centraux. Ou d'un double soleil. Il ne donne pas d'explication, on ne peut pas dire s'ils sont comme ici, là, OK, s'ils sont représentés par deux sphères, on dit soleil, on s'imagine rond, sphère, collées, ou, j'ai eu une surprise, ou séparées, OK, mais qui resteraient à l'intérieur. Par contre, je vous ai dit que j'ai dû chercher, là. OK, j'ai dû chercher et j'ai fait beaucoup de calculs pour
trouver des explications. Et sur mon site, c'est un site de chantier sur lequel je me suis fabriqué des instruments pour comprendre ces phénomènes-là. Donc, il y a des choses qui peuvent ne pas intéresser grand monde, mais qu'il y en a d'autres, s'ils veulent regarder à la loupe. J'ai presque tout laissé sur le site de travail, qui est sur Internet disponible, pour aller voir ces détails-là. Alors, ce qui reste à déterminer, avant de savoir, parce que je ne le savais pas à l'époque, c'est si deux soleils différents pouvaient induire une variation dans le temps de la gravitation. Donc, une fréquence, mais aussi une amplitude. Et il restera ensuite à appareiller avec les trois autres phénomènes, là, parce qu'on peut parler de trois, l'ensemble. Or, comme calcul de base, au préalable, j'avais fait des travaux et des calculs là-dessus. Et ici, vous avez très probablement une masse qui n'est pas là, mais qui est à quelque part, et qu'on peut imaginer, en tout cas, si vous avez compris ce que j'ai dit, vous l'avez accepté un petit peu, on peut imaginer que ça s'est retrouvé au centre, et que ça allait former le premier noyau central, à supposer qu'il n'y en ait pas eu beaucoup, puis c'est cette masse-là qui a servi pour la première fois, ou tout près de la première fois, et qui nous donnerait une idée de la masse centrale. Alors moi, j'ai pris les deux masses d'épaule que j'ai calculées théoriquement. Bon, j'ai coupé les coins ronds, là. OK, je l'ai fait d'une épaisseur égale. Et j'ai eu une masse pour laquelle j'ai pu calculer la force que ça avait à l'extérieur, donc à la surface extérieure. Donc, la première étape, c'était de savoir si en amplitude, ça avait de l'allure. Et c'était possible. Si on regarde ici, là, OK, ça, je pense, c'est pris sur le site de l'Université Laval, c'est probablement scientifique, OK, puis c'est utilisé, ce dessin-là. Et la grosseur qu'eux donnent est, selon moi, pas mal grande. Je pense que c'est 1100, 11 à 1200 là, kilomètres de rayon. Ce qui me semble une grosse masse. Alors, j'avais l'idée qu'il fallait vérifier si ça avait de l'allure. Puis surtout qu'on nous dit que c'est censé être un noyau de fer ultra dense. Donc, une question de densité, question de grosseur. Donc, on peut voir si ça a de l'allure. Par mon calcul, ben moi, j'ai trouvé un peu plus petit. Je pense que c'est autour de 900 km. Plutôt que de 11. Donc, déjà là, ça avait de l'allure. Et la côté densité, ben, j'ai mis, moi, la densité moyenne de la Terre, OK, que j'ai utilisée, là, parce qu'il faut partir de quelque part. Et ensuite, il fallait les séparer. Il fallait les séparer en deux. Puis ensuite, il fallait créer un simulateur pour aller vérifier si deux masses séparées pouvaient provoquer une double marée ou un effet. Alors, j'ai essayé deux positions. Es-tu capable en 10 minutes là, de... OK. Alors, j'ai essayé deux positions. OK. Et j'ai regardé, donc les extrêmes en quelque sorte, et j'ai vu que, effectivement, ça induisait une variation gravitationnelle. Les masses que j'ai utilisées étaient intéressantes et je savais, moi, de l'ordre de grandeur de la force à l'extérieur, qui devait s'ajouter aux deux autres, qui était un petit peu plus grande que le Soleil, ou l'effet Soleil-Lune, là, Soleil-Terre, et sa fréquence. Ou la fréquence, je l'ai plutôt déduite là, à partir de mes résultats, et j'ai constaté que c'est la même fréquence que la fréquence de la Lune. Ça fait qu'on était comblé parce que ça peut pas être la fréquence du Soleil, 24 heures, c'est très proche de la fréquence de la Lune. En fait, c'est la même fréquence que la Lune. Mais, malheureusement, il reste beaucoup à faire parce qu'on ne sait pas au centre, OK, c'est quoi l'alignement? Est-ce que c'est par rapport à l'équateur? Est-ce un petit peu plus à angle? C'est quoi les distances? Et moi, ben, j'ai vérifié, là, puis c'est plausible, mais il y a beaucoup de travaux qui devront être faits là, pour aboutir là, à de la concordance parfaite.
Mes résultats sont souvent bons, très bons même, pour peut-être 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois. Quand je dépasse 3 mois, je me demande lequel qui l'emporte. Alors, peut-être qu'ici, il y a un angle qui fait que je connais pas et qu'il faudra tenir compte là, pour faire un beau modèle qui correspond à ce qu'on a. Mais on est très, très, très près. Et sur mon site, si vous avez Lotus ou quelque chose du genre pour voir, je pense que c'est 40 à 60 mégaoctets par contre. Vous pouvez avoir les graphiques qui sont affichés au bout de ce logiciel-là et qui vous montrent des résultats. Ça, tout ça, on trouve ça sur ton site, là. Oui. Alors, on peut avoir ici, OK, des marées. Ça, c'est les pics, les marées. Et des amplitudes et des forces qui s'appliquent à un système de... faut aussi bien avoir la Lune, comme je vous disais tout à l'heure, le système Terre, Soleil, Lune, et les 2 soleils centraux. Je vous ai pas dit que les soleils centraux sont pas nécessairement de même masse, c'est-à-dire si on en met 2. Et ces petites variations-là est une autre inconnue, mais qui explique pourquoi, en tout cas qui aide à expliquer pourquoi les variations d'amplitude. Alors, il n'y a pas juste la Lune qui a un effet regardez, la Lune, là, son effet, c'est à peu près cette épaisseur-là. Le reste, c'est l'effet, je vous ai dit, le Soleil, rotation de la Terre et rotation de la Terre autour du Soleil, et ces 2 masses-là autour desquelles on tourne. C'est la Terre qui tourne autour. Puis ça aussi, ça tourne. Ça, on ne sait pas. Non, mais je veux dire, oui. C'est ça. De façon autonome par rapport au Soleil, ça, on ne connaît pas non plus la vitesse de rotation par rapport au Soleil, puis c'est ça. Donc, quel cycle appliqué à ça, je ne sais pas. Je pense à une chose très importante, c'est pourquoi les scientifiques en arrivent à parler de terre pleine versus ce que je viens de vous expliquer, ou presque terre creuse. C'est que les ondes S et les ondes P, dont Richard vous a parlé un petit peu avant, là, qui servent à calculer l'atténuation des ondes. C'est ça, l'atténuation des ondes, OK, avec les reflets. Donc, tu as des ondes S qui ne voyagent que dans du solide. Tu as des ondes P qui voyagent dans le solide, le liquide et le gazeux, tout droit, donc sans réflexion. Les ondes S sont réfléchies aussitôt qu'ils touchent à soit du liquide, soit de l'air. OK? Alors, soit du liquide, soit de l'air. Pas soit du liquide, non, soit du liquide, soit de l'air. Et quand ils analysent les résultats qu'ils ont, ils trouvent la belle couche D, qui est la couche interne de la surface interne de la Terre, ou la couche de la surface interne de la Terre ici, OK? Et ils savent déjà les épaisseurs, ils savent un peu partout sur la Terre c'est quoi les variations. Ils ont déjà un cliché de la croûte intérieure de la Terre. Mais, comme explication, eux disent, quand ils arrivent ici, les ondes sont réfléchies, OK, mais c'est à cause du liquide qu'il y a là. Mais qui leur dit que c'est liquide? La théorie... C'est de la lave, là. C'est ça, le liquide, la lave. Alors, qui dit que c'est de la lave? Ou qui est d'une forme de liquide, c'est ça. La théorie, c'est que si tu arrives à de l'air, ou du liquide, l'onde S est réfléchie. C'est-à-dire, elle revient dans le solide. Et le temps permet là, de calculer les distances. Bon. Alors, les scientifiques ont dit, à cause de peut-être l'idée de la pression, que forcément, c'est plein. Donc, ils ont dit, c'est du liquide, un point, c'est tout. Et c'est de la lave, en fusion. Selon eux, théoriquement. C'est ça. C'est une théorie. Ils n'ont jamais été jusque-là. C'est ça, c'est ça. Alors, moi, ce que je vous dis, c'est que, rendu à ce point-là, les scientifiques auraient dû dire que c'est l'un ou l'autre, mais qu'ils ne savent pas. Mais ils ont juste dit là. Puis, mon expérience, où c'est important, puis on va conclure avec ça, c'est que j'ai descendu dans une mine et j'ai pris la variation gravitationnelle. OK, ici, qui est la mine, donc à Timmins, et j'ai pris la variation gravitationnelle à partir du fond de la mine, OK, avec mes instruments. Mets-nous une photo grandeur. Les premiers 1000 pieds,
c'est-à-dire les plusieurs pieds, là, mais c'est plus que 1000. Au début, donc, le poids augmente. Puis, il se met à descendre quand on arrive à un moment donné. Et ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû déterminer ce point où ça commence à diminuer se trouve où par rapport à une théorie. C'est-à-dire un simulateur théorique de la variation que ça devrait avoir si la Terre était pleine versus une Terre creuse, si on veut, et versus les données qu'on a obtenues. Sur mon rapport, il a été écrit dans un rapport scientifique, je crois, sur mon site, et de Terre creuse, rapport scientifique, et vous avez toutes ces explications-là. Et la courbe théorique, pour 32 000 pieds environ, OK, pour une Terre pleine, elle est là. On sait où la courbe serait. Et nous, on n'avait pas atteint la profondeur pour atteindre ce point-là. Fait que si elle avait été pleine, on n'aurait pas pu conclure d'épaisseur. Mais comme elle n'était pas pleine, et que on a réussi à découvrir où était dans nos mesures, où était l'endroit où ça a commencé à diminuer, bon, on a pu, avec le modèle théorique de Terre creuse, en faisant varier la creusité de la Terre, établir l'équivalence et venir trouver ça correspondait à quelle épaisseur de la croûte terrestre. De là, la réponse que j'ai eue, OK, qui est de 2850 km. Mais si on regarde pour le site de l'Université Laval, là, ben, les autres, c'est 1885 quand ils parlent en général. 2885 quand ils parlent de cette couche-là. Mais 2885 versus 2850, on est dessus. Puis si l'autre, 2885, c'est plus ou moins, c'est plus 10, puis moins 180, bien, on est en plein dedans. Donc, ça montre que ce que j'ai fait, malgré les gros problèmes là, que ça peut représenter, vous pouvez le voir dans le rapport, même si j'ai arrondi les choses, c'est ça. Donc, on peut dire que scientifiquement, c'est vraiment creux, c'est pas plein. Puis en plus, on peut déterminer avec une assez grande précision, OK, déjà, c'est quoi qui est raisonnable de penser, au moins dans le bouclier canadien à Timmins, parce que c'est là que j'ai pris les mesures. Et si on avait été dans l'eau, il aurait fallu aller plus creux avant que ça commence à diminuer le poids. Et en conclusion, on peut dire que toi, tu es arrivé avec des chiffres puis avec une démarche à des résultats très semblables aux scientifiques, qui, eux, disent que c'est un magma au centre avec un noyau en fusion centrale. C'est ça. Puis toi, tu dis non. Qui est une interprétation, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Parce que ça peut être gazeux comme ça peut être liquide. C'est ça. Puis c'est ça qui est le point central là, où il faut mettre le doigt pour montrer aux scientifiques que les données qu'ils ont sont bonnes, mais interprétez-les correctement. Parce que ça ne dit pas que c'est nécessairement de la lave. Puis ça peut être aussi gazeux, donc ça peut être de l'air. Puis en plus, mon expérience, c'est-à-dire ce que moi j'ai fait, OK, ça le dit. C'est là. Et ça le dit clairement, ça le détermine. Donc, si avant, c'était inconnu qu'on pouvait avoir l'un ou l'autre, moi, ce que ça dit, c'est que c'est gazeux, ou vide, si vous voulez. C'est ça. Mais vide, c'est gazeux. Et si on se fie à des textes de tradition ésotérique orientaux très, 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 très anciens, où ça arrive encore à ça. Fait que la science est en train d'avancer vers quelque chose, puis un jour, ils vont être obligés de se rectifier en disant... C'était correct, mais on avait mal interprété ce qu'on avait. Puis n'importe qui, maintenant, sur la Terre, qui a cette connaissance-là, peut aller dans son pays, indépendamment de n'importe quel gouvernement, OK, puis vérifier ce qu'il en est. De là, la très grande importance. Ben, j'ai réussi à tout mettre de côté ma simulation, qui devient inutile. J'ai fait 180 000 calculs, avec 3 colonnes, 3 lignes de calcul d'items pour chaque réponse de ces, c'est-à-dire 3 lignes de paramètres là, ou de formules, là, de choses à résoudre pour en arriver à calculer non, c'est plus que ça. Ben, c'est des variantes, oui, mais c'est des formules de variantes. C'est sur 3 lignes pour faire le calcul pour 1 sur 180 000.
Et puis, ça m'a donné presque 0. Mais ça, c'est connu. OK. Donc, mais puis grâce à ça, j'ai pu aller plus loin, faire le calcul théorique. J'ai dit, bien, dans ce cas-là, c'est très simple. Donc, vous pouvez mettre Mars, qui est plus petit que ça un peu. Ben, regardez. C'est 3000... diamètre, multiplié par 2. C'est 3000 quelques, mais multiplié par 2. Regardez ici, la couche D, là, ben, elle est pas mal proportionnelle à la Terre. Bon, ben, Mars, là, OK, ça rentre ici, jusque-là, à 130 km, grosso modo, OK, de cette surface-là. Alors, ça, c'est Mars qui est à l'intérieur. Mettons, on remplace ici Mars, là, OK, puis ça, c'est la couche D. Le reste, c'est l'écorce terrestre. Le rayon de Mars est 3400 km. OK? Et le rayon de la Terre est 6370 km. Oui, 78 que moi j'utilise. Ouais. Là. Rayon, là. OK. Et Alors, en conclusion, parce que là, on est... oui, en conclusion, maintenant. c'est que... Donc, toi, tu arrives à la conclusion que, oui, les marées doubles sont dues à la Lune, C'est au ça. Soleil et un troisième paramètre C'est qu'on ça. va appeler quelque ça. chose massif au centre de la Terre. C'est ça, autour et duquel on ta tourne. théorie, qui est une théorie, Eh, puis les scientifiques, eux, vont dire, c'est pas des soleils au centre C'est de la ça. Terre, c'est un, ça n'a pas d'importance. noyau Ça peut être central. n'importe quoi. Un noyau. On ne sait pas encore. C'est ça. Mais Mais on pourrait dire théorie pour théorie. mais dans le fond. en métaphysique et pour les explorateurs qui semblent y avoir été puis qui ont fait des témoignages, ben ça serait quand même quelque chose qui est clair. Ben Qui oui, appelle ça- l'amiral Byrd, il n'a pas rêvé, puis si on a fourni de l'armée, puis des soldats, puis puis qu'à un moment donné, il s'est fait ramasser par des secours volants, puis dès la race, ben là, on a quand même un élément de témoignage confirmé par un témoin réel, là, tu sais, fait que... Oui. Et dire qu'il y a